Bonjour, je suis Philippe Pécut et je vais vous présenter donc les principes généraux du LIDAR. Et comme je suis tout seul, je vais en profiter pour enlever le masque. Donc, le principe du LIDAR utilise la diffusion de la lumière. Diffusion sur les molécules, diffusion sur les particules. Donc, en fait, vous avez tous déjà vu ça en regardant un faisceau laser. En plus de sa tâche, vous voyez le faisceau. Eh bien, en fait, c'est la diffusion que vous voyez sur les molécules et les particules. Alors, en fait, sur le LIDAR, ce qui est spécifique, c'est qu'on va envoyer une impulsion laser, très courte. Et cette impulsion va donc traverser l'atmosphère et rencontrer des couches plus ou moins diffusantes, et ce qui va faire qu'on va avoir de la lumière qui va revenir vers les télescopes et qu'on va collecter. Et donc, vous voyez que la lumière qui circule à la vitesse de la lumière fait un aller-retour et revient au temps, qui est 2 fois la distance divisée par la vitesse de la lumière. Et donc, ici, on représente l'écho. Et donc, à chaque fois qu'on a rencontré une couche diffusante, on va avoir un pic. Et du coup, on va avoir la stratification verticale de l'atmosphère. Il n'y a pas que les couches diffusantes, il y a aussi les molécules qui diminuent avec l'altitude, et donc on a ce fond continu en plus sur le signal. Donc cet écho, on va l'obtenir avec un ensemble qui est composé d'une part d'un laser qui va émettre à la verticale un faisceau, un ou plusieurs en fonction des techniques, et puis on va collecter avec des télescopes comme ceux qui sont derrière moi. Ce sont des télescopes qui reçoivent à la verticale, qui reçoivent le signal. Et on va aussi, lorsqu'on a besoin d'avoir une grande surface collectrice, les coupler ensemble grâce à des fibres optiques. Fibres optiques qui sont placées au foyer du télescope et qui nous permettent donc de grouper plusieurs télescopes entre eux. Ensuite, nous allons filtrer la lumière. Et puis, bien évidemment, l'électronique va nous permettre de digitaliser cet écho et en même temps d'assurer la synchronisation avec le laser. Puisqu'on envoie une impulsion, on connaît le T0, et donc là, on peut du coup digitaliser à partir de ce moment-là l'écho, et on fait ça plusieurs fois pour accumuler un grand nombre de tirs de laser pour obtenir une bonne mesure. En effet, on n'a pas beaucoup de photons qui reviennent de l'atmosphère. Pour vous donner une idée, avec les lasers qu'on utilise ici, qui sont très puissants, on reçoit à peu près un photon par tir de l'altitude de 50 km. Donc ça veut dire que pour le détecter, il faut qu'on les compte un par un, ces photons, et on fonctionne de nuit aussi pour cette raison. Alors pour ça, on utilise un photomultiplicateur qui permet effectivement, à chaque fois qu'un photon touche la photocathode, et grâce à des hautes tensions qu'on applique sur les dinodes, de multiplier le signal et de sortir un signal électrique détectable. Et en comptant tous ces pulses, on crée un histogramme, et c'est ça qui correspond au signal LIDAR. Et qui donne du coup aussi la précision des mesures. Plus on a collecté de photons, plus on aura une mesure précise. Donc c'est pour ça qu'on a besoin souvent de lasers puissants et de télescopes assez grands. Alors, sur la mesure, on peut utiliser plusieurs techniques, mais effectivement, la diffusion des molécules a été démontrée par Lord Rayleigh, qui, par ses calculs, a montré que quand on utilise une longueur d'onde, donc une couleur de laser, qui est à peu près qui est beaucoup plus grande que la taille des molécules, alors la diffusion est en inverse de la longueur d'onde à la puissance 4. Ce qui fait qu'on privilégie les couleurs bleues. C'est ce qui explique la belle couleur bleue du ciel, qui progressivement s'éteint vers le noir lorsque l'atmosphère disparaît. Lorsque l'on a des diffuseurs qui sont plutôt plus gros par rapport à la longueur d'onde, c'est le cas par exemple des gouttelettes d'eau dans un nuage, alors là, la couleur, elle n'est pas bleue, elle correspond, la dépendance en longueur d'onde est très faible, et elle correspond à la lumière du soleil, c'est-à-dire blanc. Alors, on revient à notre écho, ici, notre écho que l'on a échantillonné. Et donc, vous voyez effectivement cette diminution exponentielle qui est la diminution de la densité de l'air. Et très clairement ici, un cas que j'aime bien, qui est une observation historique de l'éruption, suite à l'éruption du volcan El Chichón,
qui avait mis dans l'atmosphère beaucoup de particules dans la stratosphère. Ici, vous voyez, autour de 20 km, qu'on voit très bien. Cependant, vous voyez que s'il n'y a pas un pic bien défini, c'est assez difficile de séparer ce qui est la diffusion due aux particules de la diffusion due aux molécules. Donc ici, on est dans la salle laser qui va être utilisée aussi bien pour le lidar LTA qui fait la température, les aérosols, la vapeur d'eau, et le lidar vent. Alors vous voyez, le laser envoie un faisceau qui va soit à travers le mur pour alimenter l'une des expériences, soit directement pour alimenter le lidar vent. Alors c'est un laser très puissant qui s'appelle le laser néodymium, c'est-à-dire que en fait son milieu amplificateur est un barreau solide et bien évidemment pour le lidar il envoie une impulsion très courte. Alors la puissance moyenne est de 23 watts, donc si vous le comparez à une ampoule électrique, vous pensez que ce n'est pas beaucoup, sauf que l'impulsion dure 10 nanosecondes, donc du coup en puissance instantanée, on est plutôt autour du térawatt. Donc maintenant on va se rendre dans la salle où on a les télescopes et qui permettent donc de collecter la diffusion de la lumière qui est issue de la diffusion du laser qu'on a utilisé. Alors bien évidemment cette salle est ouverte, on a ouvert la trappe, donc vous sentez il fait nettement plus froid. Et c'est ici donc qu'on a les télescopes, celui du centre qui permet d'émettre le faisceau, que l'on élargit pour pouvoir du coup diminuer encore sa divergence. Et puis autour, on a 4 télescopes en mosaïque qui permettent de collecter le signal moléculaire. Les petits télescopes pour la partie aérosol particules. Et enfin, le plus gros télescope ici qui, lui, est utilisé pour le signal Raman. Alors, sur chacun des télescopes, on va fixer au foyer une fibre optique. Et du coup, là, on pourra collecter directement le signal de la fibre optique et l'emmener dans une salle beaucoup plus régulée en température, où on a les boîtiers optiques. Voici, ici, nous sommes dans la pièce où on va collecter le signal et le filtrer et permettre de convertir finalement nos photons en grandeur géophysique. Donc, on a vu tout à l'heure les fibres optiques qui partent des télescopes et donc qui arrivent ici et qui permet un découplage mécanique, thermique et permettent de conserver très bien les alignements. Donc, on a plusieurs fibres optiques puisque, comme vous l'avez vu, on a plusieurs télescopes de réception. Alors, certaines parties peuvent être extrêmement simples. Par exemple, la partie qui mesure nos particules et aérosols est extrêmement simple. Arrive ici la fibre optique. On a ensuite 2 lentilles qui encadrent un filtre qui permet de garder uniquement la lumière verte du laser. Et puis derrière, on a notre fameux photomultiplicateur que je vous ai montré tout à l'heure et qui permet donc de convertir nos photons en photons-électrons, en électrons. Et puis après, tout ça est digitalisé dans l'électronique. Alors en fait, on collecte autre chose que le signal qu'on dit élastique, c'est-à-dire à la même longueur d'onde que celui du laser. On collecte aussi des signaux qu'on appelle diffusion Raman, qui sont effectivement dus à un chercheur indien qui s'appelait Raman. Et en fait, il a découvert que, à cause des niveaux vibrationnels et rotation-vibration des molécules, il y avait certaines émissions qui se faisaient différentes de celles du laser. Et en fait, on avait une désexcitation qui n'était pas complète et qui passait par un niveau intermédiaire de la molécule. Et donc, on a ici le spectre de représenté, la diffusion moléculaire. Et puis ici, vous avez toute une diffusion qui est due en fait à la composition atmosphérique. Et par contre, par exemple, vous aviez des diffusions qui sont dues à l'azote, à la vapeur d'eau et à l'oxygène. Et donc en fait, c'est cette technique qu'on va utiliser ici pour mesurer la vapeur d'eau en ayant le signal vapeur d'eau de la diffusion Raman qu'on va calibrer avec le signal azote
Raman, qui lui représente en fait la densité de l'air. Et en faisant ce rapport, on aura le rapport de mélange de la vapeur d'eau, qui est un paramètre compliqué à mesurer par ailleurs. La fibre optique qui arrive ici va être séparée en plusieurs longueurs d'onde parce qu'on va regarder ce qu'on appelle l'effet Raman pour mesurer la vapeur d'eau. Donc, ici, du coup, le faisceau arrive et puis il est séparé par une lame spectrale qui sépare finalement le décalage Raman lié à la vapeur d'eau et le décalage Raman lié à l'azote qui permet par un rapport d'obtenir du coup le rapport de mélange de la vapeur d'eau. Là aussi, on a des filtres et on a derrière nos photomultiplicateurs. Et là, on a besoin de 2 photomultiplicateurs puisqu'on fait le rapport des voies. Et puis enfin, on a aussi finalement tous les gros télescopes couplés entre eux qui permettent effectivement d'obtenir la mesure de la diffusion moléculaire. Et là, pareil, comme les aérosols, c'est relativement simple. On coupe uniquement avec un filtre vert pour garder que les photons qui nous intéressent. Alors là, on est dans la salle pour l'émission et la réception du lidar vent. Alors, en fait, on va essayer de capter l'effet Doppler. Et donc, l'effet Doppler, c'est l'éloignement des nuages ou des masses d'air qui vont provoquer un décalage spectral. Comme le mouvement, les principaux se font horizontalement, l'effet Doppler va être horizontal principalement. Mais on veut aussi la verticale. Alors, on va trouver un compromis, et c'est pour cela qu'on va incliner les télescopes pour avoir quand même la projection de l'effet Doppler, donc une partie de l'effet Doppler, et aussi la verticale. Alors, on doit d'une part mesurer la partie est-ouest et la partie nord-sud. Donc c'est pour ça que vous avez ces 2 blocs, émission-réception, qui permettent chacun de mesurer dans une direction. Et puis au centre, on a un système à la verticale. Le vent vertical est très très faible en fait, puisqu'il correspond à peu près à quelques centimètres par seconde, comparé à quelques centaines de mètres par seconde en horizontal. Donc on le néglige complètement et ça nous permet d'avoir une référence pour nos mesures. Alors ces blocs, en fait, ils vont être alimentés chacun des 3 tour à tour par en fait un laser qui va venir sur ce petit miroir et dispatcher en fonction de son angle, soit cet ensemble, soit l'ensemble du milieu. Chacun des blocs est composé de la même chose, c'est-à-dire que vous avez au milieu un émetteur qui permet de grossir le faisceau laser, et puis autour une mosaïque de 4 miroirs qui permettent d'assurer une collection très efficace et grâce à des fibres optiques de les coupler ensemble. Donc ici on est maintenant sur le lidar vent, qui est un système qui fonctionne un peu différemment des lidars à diffusion. On utilise toujours la diffusion de la lumière. Cependant, on va regarder le décalage en longueur d'onde qui est dû en fait à l'effet Doppler sur les masses d'air qui se déplacent. Alors l'effet Doppler, tout le monde connaît, c'est lorsque vous croisez une voiture, vous avez le son qui d'un seul coup change au moment du croisement. Et donc c'est le même effet, c'est-à-dire que les masses d'air s'éloignent de nous, se rapprochent de nous, et donc décalent la longueur d'onde du laser que l'on a émis. Alors, ça se passe à la petite échelle, et donc chaque molécule qui se déplace crée un petit effet Doppler. C'est ce qui fait que de la longueur d'onde du laser qui est assez étroite, on a un élargissement de l'arrêt. Mais également, ces molécules qui se déplacent dans tous les sens se déplacent aussi avec le vent, et donc il y a un mouvement global, ce qui fait qu'on a également un décalage complet de l'arrêt. Alors, pour regarder ça avec un lidar, eh ben, on va prendre 2 filtres qu'on va mettre de chaque côté spectralement de l'arrêt, et du coup, lorsque l'arrêt se déplacera, eh ben, le rapport des signaux entre les 2 voies va varier. Alors,
Pour faire ça, on a un système qui est assez complexe, qui est un spectromètre de Fabry-Perot. En fait, il s'agit de faire des interférences entre un photon et un photon réfléchi 2 fois. Si ces photons, si la longueur de la cavité est un nombre entier de la longueur d'onde, alors vous allez avoir une addition des 2 photons. Par contre, si la distance de la cavité décale les 2 longueurs d'onde, vous allez avoir des choses en opposition et du coup, ça fonctionne comme un filtre bloquant. Et donc, pour faire ça, on utilise finalement 2 blocs de glace qui se regardent et qui permettent effectivement de créer ces interférences et du coup, de créer des filtres très très étroits. Et donc, on va utiliser cette technique pour isoler nos décalages de longueur d'onde et créer nos 2 filtres. Pour régler ce Fabry-Perot, on va le mettre dans une enceinte et on va faire varier la pression. Cette pression va varier l'indice de l'air et donc ça sera un petit peu comme si on variait l'écart entre les 2 plans. Donc c'est une mesure ici dans la partie réception extrêmement sensible et compliquée à faire. C'est pour ça que le Fabry-Perot qu'on utilise ici est complètement monté sans mécanique pour éviter finalement des fluctuations de son épaisseur. Alors, ici, on est dans la partie réception des mesures vent. Donc, vous voyez la fibre optique qui arrive des télescopes et qui va donc aller ici venir se réfléchir sur le Fabry-Perot dont je viens de parler et dans sa cuve. Et du coup, faire les 2 filtres que j'ai mentionnés. Et après, ces 2 filtres-là vont donner 2 détecteurs qui permettront, en faisant le rapport, d'avoir une mesure vent. Comme on veut couvrir un domaine d'altitude assez large, et ben, du coup, on a des voies très très sensibles et on a prélevé une petite partie du signal pour faire 2 voies moins sensibles pour couvrir les plus basses altitudes. Tout ça est recomposé pour avoir un seul profil vent qui va de 5 à 75 km à peu près. Donc ici, on est sur la salle de contrôle de l'ensemble des lidars. Et du coup, lors des opérations, on peut vraiment surveiller l'ensemble de l'acquisition de tous les systèmes. Alors ici, on a plus particulièrement les images qui correspondent au lidar LTA, donc température aérosol. Et on voit donc tout à fait similairement à ce que je vous ai montré précédemment, la décroissance ici du signal moléculaire. Et aujourd'hui, on a un magnifique Cirrus qui vient apporter de la diffusion. Vous avez vu, il vient de changer sa structure. On a bien précisément toute sa structure à 100 mètres près. C'est un nuage qui fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et qui diffuse assez largement. Donc, on a plusieurs autres mesures ici, comme je disais, la vapeur d'eau, température. On déduit la température effectivement à partir du signal moléculaire. Et à partir de la loi des gaz parfaits, on peut transformer la densité de l'air en température. Et donc ça, ce sont les résultats effectivement qu'on obtient régulièrement. Donc ici, plus précisément, on voit des comparaisons notamment avec les mesures satellites. Il faut savoir que un instrument un peu du même type vole au-dessus de notre tête en ce moment et depuis plus de 10 ans et permet de mesurer comme ça les particules de l'atmosphère. Alors vous voyez ici une comparaison. Lorsque le satellite passe au-dessus de l'observatoire, on fait des mesures et on peut comparer et valider le satellite. Alors ces mesures sont très très importantes parce que nous ici, on assure une surveillance et vous voyez qu'ici, on mesure le taux de particules dans la stratosphère
qui sont amenés par des éruptions explosives de volcans. Et donc vous voyez ici la diminution du volcan Pinatubo, et après des petites éruptions qui ont quand même été des grosses éruptions, mais qui ont laissé un petit peu moins de particules dans l'atmosphère. Et puis on voit également, ce qui est d'actualité, les feux, les grands feux en Australie, au Canada. Par pyroconvection, ils emmènent les aérosols dans la stratosphère et on les détecte comme les volcans. Donc pour le climat, c'est très très important parce que ces aérosols ont un impact considérable. Alors sur la température, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, vous avez les équations. Hein. On peut déduire du signal moléculaire la température. Alors on peut le faire qu'au-dessus de 30 km où on a l'absence d'aérosols. Et vous voyez ici en rouge le profil avec sa barre d'erreur avec les traits fins. Donc vous voyez, on mesure la température très bien de 30 à 100 km. Et puis ici, vous voyez la comparaison avec un radiosondage qui fait la jonction avec le profil de température. Alors ici, on a la plus longue base de données de température. On a 40 ans de mesures continues. Et ce qui est très très intéressant, c'est lorsqu'on regarde la variabilité, donc ça c'est un peu le spectre des fluctuations, quand on les compare au modèle, on voit que, quel que soit le modèle, en dessous de 10 jours, finalement le modèle a du mal à représenter ce qui se passe dans la stratosphère. Donc on voit que les mesures sont quand même très très utiles pour pouvoir mieux comprendre la variabilité à quelques jours. Alors, voilà quelques exemples de choses que l'on fait. Hein, avec les mesures de température, on voit des oscillations. Ce sont liés aux ondes de gravité, qui sont aussi un des points très très importants. Les échauffements de la stratosphère, qui montrent aussi des écarts de plus de 40 degrés, vous voyez ici par rapport au modèle. Et donc toutes ces anomalies sont étudiées et permettent vraiment de bien comprendre finalement les processus atmosphériques. Et puis, pareil sur la température, comme je disais, on a 40 années, et donc on regarde, et là on voit très très bien un refroidissement d'environ 1 degré par décennie. Et ce refroidissement, il est dû d'une part à la diminution d'ozone dans la stratosphère, mais aussi à l'augmentation des gaz à effet de serre qui fait chauffer les basses altitudes. Mais du coup, comme l'énergie est piégée ici, eh ben, on voit un refroidissement apparent dans la haute atmosphère. Et donc, c'est ce refroidissement cumulé ozone et gaz à effet de serre qu'on voit très très bien dans cette base de données.